L'autre jour, j'ai lancé Final Fantasy 1 pour 10 minutes. 10 heures plus tard, j'étais au générique, et j'avais l'impression qu'on venait de me rappeler pourquoi j'aime les RPG. Parce que oui, j'ai déjà joué à Final Fantasy 3, au 7 et son remake, le 13, le 15 et le 16. Je connais la série quand elle devient spectaculaire, bruyante, immense, mais je n'avais jamais touché au point de départ. Et forcément, quand tu reviens à la racine après avoir vu l'arbre, tu t'attends à un truc scolaire, un devoir d'histoire du jeu vidéo, c'était mignon pour l'époque. Et finalement, pas du tout. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai envie de te raconter ce que j'ai ressenti en jouant à Final Fantasy 1. On lance une nouvelle partie, et là, première décision, l'équipe. 4 personnages, 4 classes, et déjà le jeu te fait comprendre un truc. C'est pas esthétique, c'est ton futur. Et c'est verrouillé. Tu choisis au départ et tu ne changes plus, donc la petite erreur mignonne au menu, elle te suit. On peut faire n'importe quoi, vraiment. Du bourrin pur, du fragile mais explosif, un truc bancal juste pour voir. Moi je suis parti sur la proposition la plus classique. Un guerrier, un mage blanc, un mage noir et un voleur. Le menu recommandé, celui qui te donne l'illusion que tout va bien se passer. Ensuite, on se retrouve dans ce monde en ruine, raconté en 3 phrases, et c'est presque indécent de simplicité. Les éléments se dérèglent, 4 cristaux s'éteignent, et une prophétie dit que 4 héros vont régler le problème. Voilà. Pas de grande politique, pas de théâtre. Et en vrai, ça marche, parce que le jeu n'essaie pas de te vendre un roman, il te vend une aventure. Bref, on démarre, et le jeu te lâche. Pas de flèches, pas de cartes avec des marqueurs, pas de journal de quête qui te répète l'objectif. On apparaît dans une ville et débrouille-toi. Et là, c'est un truc que beaucoup de jeux modernes ont revalorisé comme un choix de design. Elden Ring, par exemple, assume le flou et te force à être présent. Sauf que Final Fantasy, lui, il fait ça sans posture, c'est juste comme ça. La seule boussole, c'est les gens. Donc on parle à tout le monde, on écoute, on recoupe les informations. Et on tombe rapidement sur le premier contrat du jeu. Le roi veut nous voir. Et sa fille a été enlevée. On nous indique un temple abandonné au nord-ouest. Si on la ramène, il faudra reconstruire un pont qui ouvre l'accès au nord du continent. Le jeu te donne une destination immédiate et une destination future. Tu sais où aller maintenant, et tu sais ce que ça va débloquer après. On a un cap, on part. Sauf que, on part, oui, mais avec quoi? Parce que c'est là que Final Fantasy 1 te met une gifle. Au début, si on sort de la ville sans préparation, on se fait plier. Pas de petits avertissements, non. On sort, on prend 2 rencontres et on comprend. Le jeu ne te dit pas « pense à t'équiper ». Il te laisse faire l'erreur, et il te fait payer. Et d'un coup, la ville devient un vrai carrefour. On a peu d'argent, donc on doit choisir. Les armes et armures, c'est indispensable. Les sorts, c'est tentant. Les objets de soins, c'est vital. Et déjà, on commence à en sentir le cœur du jeu. C'est une aventure où la préparation fait partie du voyage. C'est aussi là que je découvre une mécanique que j'ai adorée, le campement. Ok, reprenons plus lentement. On se bat dans le monde, on prend des coups, on dépense des sorts, on arrive à l'entrée d'un donjon et on est déjà plus frais. Et le jeu te propose une solution, détente. Des objets qu'on peut utiliser sur la carte du monde pour récupérer la vie et la magie. Et ça change tout, parce que dans Final Fantasy, la magie, c'est pas une barre bleue que tu remplis comme une gourde. C'est des usages. Ça fonctionne un peu comme les PP dans Pokémon. Après avoir utilisé tous les points d'une capacité, on ne peut plus l'utiliser. Sauf que, twist, c'est pas des PP par sort, c'est des PP par niveau de sort. En gros, imagine Pokémon, mais au lieu d'avoir 10 PP sur Flamèche et 15 PP sur Charge, tu as un compteur niveau 3, et toutes les attaques de niveau 3 tapent dans le même compteur. Tu lances un sort de niveau 3, ça consomme une charge de niveau 3, peu importe lequel. Du coup, les petits sorts, tu peux les spam. Les gros sorts, tu les gardes comme un trésor. Et là, la question change. C'est plus est-ce que je peux, c'est est-ce que je dois. Et en plus, tu ne peux pas tout apprendre. Chaque niveau te propose plusieurs sorts, mais toi, t'en mémorises en nombre limité. Tu choisis, tu renonces, tu assumes. Et si plus tard tu veux changer, c'est pas je réorganise dans un menu, non. Tu oublies et tu rachètes le sort. Donc ton mage, au début de l'expédition, c'est une menace. Après 30 combats et 2 erreurs, c'est un gars qui regarde sa feuille et qui fait « Ok, il me reste quoi ?» Et là, on commence à comprendre pourquoi les rencontres aléatoires existent. Elles créent de l'usure, elles donnent un sens au campement, elles transforment la carte en expédition. Donc voilà, on s'équipe, on sort et on va vers ce fameux temple. Et sans grande surprise, première expédition, première humiliation. Un combat part mal et l'un des membres tombe. Classique. On se dit, ok, on retourne en ville, on dort à l'auberge, ça va remettre tout le monde d'aplomb. On paye la chambre, on ressort et le personnage est toujours mort, toujours étalé, toujours inutilisable. Et là, on a ce moment très particulier où le cerveau moderne bug. Parce que dans pas mal de JRPG récents, dormir c'est littéralement un reset. Genre Bravely Default 2 par exemple, tu payes une nuit d'auberge et tout le monde repart sur ses 2 jambes, même ceux qui étaient KO. Là, Final Fantasy c'est par tout de suite se soigner et revenir d'entre les morts. Dormir, ça soigne. Ressusciter, c'est un autre service. Et le jeu ne t'explique pas cette différence, il te laisse l'apprendre. Donc on commence à chercher, on teste, et on découvre le temple. On découvre qu'on peut ressusciter pour une somme raisonnable. Et moi, je réalise que pendant un moment, je pensais devoir utiliser l'objet mythique de la série, la queue de phénix.
Et oui, je le reconnais, je suis un peu de mauvaise foi. Dans les Dragon Quest, même le dernier, t'as déjà cette idée que dormir et ramener les morts, c'est pas le même bouton. Ça passe par un service, un lieu, un détour. Mais c'est pas le réflexe, c'est pas la norme dans ma tête au quotidien. Et sur le moment, j'y pense juste pas du tout. Donc, au lieu d'apprendre, je rechargeais la sauvegarde à chaque mort, comme un rat terrorisé par l'économie du jeu. Et cette découverte, elle est parfaite, parce qu'elle résume l'expérience. Final Fantasy ne te prend pas par la main, mais il n'est pas injuste. Les solutions existent, elles sont juste dans le monde, et tu dois les trouver. À partir de là, on repart mieux préparé, et d'un coup, les combats deviennent intéressants, parce qu'on comprend ce que le jeu attend. On tombe sur des morts vivants, le mage blanc a une réponse. On tombe sur un groupe trop nombreux, on utilise un sort de contrôle. Et là, on ressent du plaisir. Pas celui d'un système ultra complexe, mais celui d'un système simple qui te récompense quand tu lis la situation. On arrive au donjon, on avance, on évalue les ressources, on décide si on continue ou si on recule pour poser une tente dehors. Et au passage, le jeu commence à planter de petites graines, des portes fermées, avec une serrure spéciale qu'on ne peut pas ouvrir. Ça n'a l'air de rien, mais ça imprime un truc. Il y a du monde au-delà de ce qu'on voit, et il faudra revenir. On progresse jusqu'au bout, et on tombe sur Garland, le premier boss. Et là, c'est surprenant. Il n'a pas 20 phases, pas de mécanique délirante. Il tape, il encaisse, on le tombe. Et c'est très bien, parce que c'est la fin de l'intro. On ramène la princesse, le roi tient parole, le pont est reconstruit. Et là, le jeu t'offre un cadeau. Parce que jusque-là, on suivait une mission. Maintenant, on a une ouverture, une frontière levée. Et ce qui est fort, c'est que Final Fantasy 1 ne te fait pas une grande scène pour te dire « le monde s'ouvre ». Il te donne juste un pont et une carte qui, d'un coup, devient immense. On traverse, on arrive au nord, et on réalise qu'il n'y a plus vraiment de chemin évident. Il y a des directions, des endroits qu'on n'a pas vus, des coins qui donnent envie d'aller juste voir. Et dans ce moment-là, on sent exactement ce que le jeu vend depuis le début. Pas un récit ultra guidé, pas une démonstration, une aventure. Et c'est là que la vraie partie commence, parce que maintenant, ce n'est plus on exécute une mission, c'est on explore, on se perd un peu et on apprend comment ce monde fonctionne. À partir du pont, le jeu fait un truc très simple, il retire ton fil. On n'est plus dans va au nord-ouest, sauve la princesse, reviens. On est dans voilà une carte et maintenant bonne chance. Et sur le moment, on a cette seconde d'euphorie très particulière. Le cerveau voit de l'eau partout, des montagnes partout, des coins sombres partout, et il se dit « Ok, donc je vais forcément rater des trucs ». Je ne sais pas quand c'est arrivé exactement, mais à un moment j'ai commencé à jouer comme si j'étais réellement en expédition. Je ne parle pas d'un rôle, je parle de comportement. Je note, je mémorise. Parce que Final Fantasy a ce talent. Il te montre une porte fermée, il ne t'explique rien, et il te laisse te fabriquer tout seul une petite obsession. On avance au hasard, et le hasard est très généreux. On tombe sur une caverne, et dedans, il y a une sorcière aveugle. Elle est là, dans son coin. Elle a perdu un œil magique, elle ne voit rien, elle ne peut rien faire. Et moi je me suis dit, ok, ça c'est une promesse. Pas une quête dans un journal, pas une icône au-dessus de la tête, juste une scène minuscule qui plante une idée. Un jour, je tomberai sur un objet qui fera un déclic. Comme quand tu perds un truc, que tu le cherches toute la journée et que tu le retrouves une semaine plus tard. Dès qu'on comprend cette logique, on commence à regarder le monde comme un puzzle géant. Tout devient potentiellement utile, tout devient potentiellement relié. On arrive ensuite dans une nouvelle ville, et là, boucle classique, nouvelle boutique, nouvelle info, nouveau problème. Sauf que cette fois, le jeu nous offre une situation très pragmatique. Des pirates rançonnent tout le monde, donc on va régler ça comme des héros de prophétie règlent les choses. On entre, on tape, on ramasse. La bagarre contre les pirates, c'est pas le combat le plus profond de l'histoire, mais il a un rôle important. Ça te donne un bateau, et ce bateau, c'est l'instant où tout bascule, parce que maintenant, l'eau n'est plus un décor, c'est un territoire. Et là, je ne vais pas mentir, je me suis senti perdu. Pas perdu au sens je vais arrêter, perdu au sens il y a trop de possibilités. J'ai envie de tout faire et je ne sais pas quelle erreur je vais commettre en premier. C'est un mélange assez rare, de l'excitation, un peu d'inquiétude et cette curiosité nerveuse qui te pousse à tourner à gauche juste pour voir si le jeu te récompense. Je fais ce que je fais toujours dans ces cas-là, je me donne des règles. Je garde les rencontres aléatoires activées quand je découvre une zone, je les coupe quand je veux fouiller. Je sais, certains vont dire que c'est de la triche, mais pour moi ce n'est pas juste du confort, c'est un pacte que je passe avec le jeu, pour préserver ce que j'aime le plus ici, à savoir l'exploration. Et je sais que ça a des conséquences sur l'équilibre, mais à ce stade, je ne suis pas en train de prouver quoi que ce soit, je suis en train d'avancer. On explore la mer, on découvre des monstres marins, on apprend que les éléments comptent déjà. La foudre par exemple n'est pas juste un effet cool, c'est une solution. Et doucement, sans que je m'en rende compte, je tombe dans un état mental très dangereux. Le mode « je lis rien », je suis pas de guide, je vais me perdre et c'est très bien. Ce qui me mène sous terre, chez les nains. Et là, le jeu me lâche 3 pistes d'un coup, comme si c'était normal. D'abord, un forgeron te sort la phrase la moins subtile de l'univers. Si j'avais de l'adamantite, je pourrais forger une arme légendaire. Ensuite, un autre te parle d'une roche géante qui bloque un canal, et qu'il suffirait d'un explosif spécial pour la faire sauter. Et enfin, encore des portes scellées, encore cette fameuse serrure qu'on ne peut pas ouvrir. À ce moment-là, j'ai compris une chose. Final Fantasy ne te donne pas une quête, il te donne une liste mentale, et cette liste, c'est toi qui la maintiens vivante.
Je repars, je tombe sur Elfheim, ville d'elfes, ambiance plus conte, et on me présente un prince plongé dans un sommeil magique. Et là, ça m'a un peu surpris. Dans les Final Fantasy récents, t'as des peuples typiques, des Mogs, des Viras, des trucs qui t'indiquent que t'es dans un univers à part. Là, on est sur du très standard, très Tolkien, elfes, nains et humains. On me dit qu'il faudrait une potion rare pour le réveiller, et voilà, encore une marche sur l'escalier invisible du jeu. Je ne sais pas où est cette potion, je ne sais même pas si elle existe vraiment, mais j'ai une direction, et c'est suffisant. Et là arrive le moment où le jeu te force à accepter l'idée centrale de l'acte 2, on va errer, et l'errance va produire du sens. Je me perds dans des zones, je prends des combats, j'apprends des sorts de niveau supérieur, et je sens la progression comme une série de petites ruptures. À chaque nouveau palier de magie, c'est comme si le groupe changeait de statut. Les combats qui étaient dangereux deviennent gérables, les combats qui étaient gérables deviennent expéditifs. Et ça nourrit un plaisir très basique, celui de sentir que ton aventure n'est pas juste une ligne droite, mais une accumulation. Sauf que Final Fantasy 1, fidèle à lui-même, te rappelle que l'accumulation peut se payer en ignorance. Je tombe sur une caverne marécageuse, donjon plus méchant, ennemi qui empoisonne, et moi, évidemment, je découvre à la dure que le poison n'est pas juste un malus mignon. Si tu ne le soignes pas, ça continue. Et ce, même à l'extérieur des combats, comme dans les jeux Pokémon. Et si tu es du genre à te dire on verra après, bah en fait après tu meurs. C'est très pédagogique comme philosophie. Je ressors, je retourne en ville, je m'équipe, j'apprends la magie de soins adéquate, et je reviens. Et là, le donjon se transforme, ce qui était une punition devient un terrain d'apprentissage. Je commence à repérer le level design, à comprendre les couloirs inutiles, les embranchements qui ne mènent nulle part. Pas parce que les développeurs ont oublié de remplir, mais parce que le donjon est construit pour te fatiguer. Plus tu marches, plus tu provoques de combats. Plus tu provoques de combats, plus tu dépenses. Plus tu dépenses, plus le boss au bout ressemble à une menace. C'est simple et c'est malin. Et puis, il y a ce petit sadisme en bonus. Les coffres qui ne sont pas des coffres. Les coffres qui te disent « tu voulais une récompense ?» Eh bien, voilà une bataille injuste. Donc j'adapte, j'essaye autre chose, buff défensif, priorité, gestion des tours. Et c'est là que je me suis surpris. Le combat dans Final Fantasy 1 n'est pas complexe, mais il est suffisamment lisible pour que ta décision change réellement l'issue. Tu n'as pas besoin de 1000 options, tu as besoin de comprendre lesquelles comptent. Au bout de ce donjon, je récupère un objet clé, une couronne. Et j'adore ce moment, parce que le jeu fait exprès de te désorienter. Personne ne m'a demandé de couronne, et pourtant, tout semble indiquer que cette couronne est très importante. Donc, je fais ce que Final Fantasy veut que je fasse. Je cherche où ça s'emboîte. Je tombe sur un château abandonné, une salle du trône, un roi qui attend, seul. Et dès que j'interagis, tout s'enclenche. C'est un imposteur, un elfe sombre, un vrai boss, et la couronne était la clé pour déclencher cette rencontre. Autrement dit, le jeu vient de me récompenser non pas pour avoir suivi la quête, mais pour avoir exploré assez librement pour que deux fils se croisent. Je gagne, je récupère un œil magique, et là, je repense à la sorcière aveugle dont on a parlé il y a 5 minutes. Je retourne la voir, je lui rends l'œil. Elle me donne une potion pour réveiller le prince elfe. Et soudain, l'acte 2 se met à ressembler à une chaîne propre. Une étape en débloque une autre, sans jamais te mettre la carte sous le nez. Je reviens chez les elfes, je réveille le prince, et la récompense tombe, la clé mystique. Et là, c'est un des moments les plus satisfaisants du jeu. Parce que tout ce que j'avais noté, tout ce que j'avais gardé en tête devient immédiatement réel. Les portes scellées qu'on a vues ici et là, elles redeviennent des promesses ouvertes. J'ai donc fait ce que tout joueur fait à ce moment-là. J'ai commencé une tournée mondiale de cambriolage parfaitement justifiée par la prophétie. On revient dans les anciens lieux, on ouvre, on récupère des trésors. Parfois, on se fait surprendre par un monstre planqué, mais globalement, on sent qu'on a grandi. Et au-delà de l'équipement, il y a un plaisir plus rare, celui de « je m'en souvenais ». C'est une satisfaction très personnelle. Le jeu ne te félicite pas avec un trophée, c'est toi qui te félicites. Pendant cette grande boucle de retour, je repasse aussi par le château du début. Et là, évidemment, je trouve un objet qui semble insignifiant si tu n'as pas parlé aux bonnes personnes, de la poudre explosive. Et comme j'avais dans un coin du crâne l'histoire du canal bloqué chez les nains, je retourne sous terre. Je donne la poudre, ils font sauter le barrage, l'eau circule, et une nouvelle portion du monde devient accessible avec le bateau. Ce jeu adore faire ça, te donner une sensation de progrès non pas par des chiffres, mais par de la géographie. Tu ne gagnes pas seulement en puissance, tu gagnes du monde à découvrir. Et c'est là qu'on arrive à Melmond. Ambiance différente, ville en ruine, terre morte, impression de fin de règne. On sent que l'aventure se durcit, pas forcément parce que les ennemis tapent plus fort, mais parce que le ton devient moins conte et plus décomposition. Le cristal de la terre est corrompu, un vampire a aggravé les choses, et cette fois, la quête principale se matérialise. On va dans un donjon élémentaire, pas juste pour explorer, mais pour guérir le monde. Je m'enfonce dans la caverne de la terre, et là, je commence à sentir un truc qui va devenir un thème à part entière. La difficulté de Final Fantasy 1 a une logique, parfois, et parfois, elle fait ce qu'elle veut. Il y a des moments où je m'attends à souffrir et je roule sur le jeu. Il y a des moments où je m'attends à être tranquille et je me fais réveiller d'un coup. Et dans la caverne de la terre, ça se voit très vite. Certains ennemis meurent comme s'ils étaient en carton. Et toi, tu te dis « Ok, je suis trop fort ». Puis le jeu te rappelle que non, ce n'est pas ça. C'est juste que l'équilibrage est très étrange.
Je tombe sur le vampire annoncé, et honnêtement, il se fait éteindre en une poignée d'actions. Moment un peu frustrant parce que l'histoire te l'a vendu comme une menace pour la ville, et toi tu l'as transformé en simple formalité. Mais évidemment, Final Fantasy a prévu le coup. Le vampire n'est pas la fin, c'est un verrou. Il protégeait un objet clé, le rubis stellaire, et ce rubis, je ne sais pas à quoi il sert pendant environ 2 minutes, parce que le jeu est incapable de se retenir. Pas très loin, je tombe sur un golem, qui me bloque le passage, et qui ne me laisse passer que si j'ai le rubis. Au bout du passage, je découvre un sage. Il me dit un truc qui recontextualise tout. Le vampire n'était qu'un sous-fifre. Le vrai mal est plus bas, plus ancien, plus dangereux. Il me donne un bâton qui permet de lire des inscriptions anciennes dans la caverne. Donc on y retourne. Et là, pour la première fois depuis un moment, j'ai cette sensation. Ok, là, on va être sur un vrai boss. Une liche, mort-vivant, une vraie menace, ou en tout cas, une menace capable de punir si tu joues en pilote automatique. Et c'est ici que l'acte 2 prend tout son sens. Tout ce que le jeu m'a appris par petite humiliation finit par servir. La gestion des ressources, les bons éléments, la préparation, la lecture des sorts, tout remonte à la surface. Et j'ai eu un combat très Final Fantasy 1, parfois difficile, parfois presque trop simple, selon ce que le boss décide de faire. Parce que oui, une partie du stress vient du hasard de ses choix, et tu ne contrôles pas tout. Mais tu peux contrôler assez pour provoquer ta chance, réduire les dégâts, limiter l'hémorragie, et finir le travail avec les bonnes faiblesses. Quand il tombe, le cristal de la Terre est purifié, et le jeu te montre un monde qui devrait guérir, même si, dans les remasters, la Terre ne se met pas toujours à refleurir sous tes yeux comme tu l'imagines. Disons que l'idée est là, et c'est exactement à cet instant que l'acte 2 se referme sur une dernière ouverture. On obtient un canoë, pas une scène épique, pas une fanfare interminable, juste un nouvel outil. Et une carte qui, encore une fois, devient plus grande. Des rivières étroites, des passages qu'on avait vus sans pouvoir les prendre, et cette sensation familière qui revient. Ok, maintenant, on peut aller voir. Et moi, j'ai fait ce que je fais toujours quand le jeu m'offre un ailleurs. J'y suis allé. Même si je savais très bien que ailleurs est souvent un autre mot pour dire tu vas te faire surprendre. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus seulement l'histoire des cristaux, c'est l'histoire de comment un jeu te pousse à apprendre son monde, à le mémoriser, à te l'approprier. Et le plus drôle, c'est qu'on n'a purifié qu'un seul cristal, mais j'ai déjà l'impression d'avoir vécu 3 aventures différentes. Et c'est là que la seconde moitié commence vraiment. Avec le canoë en poche, j'ai eu un réflexe. Nouvelle liberté, nouvelle arrogance. J'ai donc commencé à remonter des rivières étroites, à ouvrir des passages que la carte me montrait depuis des heures sans me laisser y toucher, et à faire ce que Final Fantasy 1 adore provoquer, cette sensation d'être enfin au bon endroit, même quand tu n'as aucune certitude. Sauf que le jeu, lui, a un autre réflexe, te laisser te sentir intelligent, puis t'attraper par le col. Je me souviens d'un moment précis, je navigue tout content, je vois des ennemis un peu plus costauds, je me dis « Ok, on va gérer ». Et là, je me fais littéralement découper avant même d'avoir le temps de dérouler mon plan. Pas un combat serré, pas un j'ai mal joué, juste une rafale d'attaque qui cible la mauvaise personne au mauvais moment et mon mage se transforme en souvenir. Ça a eu 2 effets. Le premier, je me suis rappelé que oui, dans ce jeu, l'initiative compte. Si l'ennemi joue avant toi, ça peut tout changer. Le second, j'ai accepté que j'allais devoir passer par ce grand rite de passage des RPG d'époque. Le mot qui fait lever les yeux au ciel, le farming. Et je sais, ça sonne comme une punition, mais honnêtement, là ça m'a presque fait du bien, parce que Final Fantasy 1 a une progression très particulière. Un seul niveau, parfois, suffit à te donner la marge de survie qu'il te manquait. Un peu plus de PV, et soudain ton mage ne se fait plus éteindre avant d'avoir joué. Un peu plus de résistance, et les combats injustes deviennent tendus. Et quand tu aimes les boucles de progression, quand tu aimes sentir ton groupe devenir une équipe, il y a quelque chose de très apaisant dans le fait de se renforcer par étapes. Et c'est amusant parce que dans un jeu comme Métaphore, que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, la sensation de monter vient beaucoup du changement d'archétype, du fait que tu redessines ton équipe en cours de route. Ici, tu redessines par l'endurance, par l'usure, par la répétition. Sauf que le jeu ne te récompense pas seulement en chiffres, il te récompense aussi en outils. Parce que pendant cette phase, j'ai commencé à comprendre un truc que je n'avais pas encore pleinement assumé. Certaines magies sont banales sur le papier et complètement dominantes en pratique. Les buffs par exemple, ceux qui augmentent ta défense ou ton attaque. À ce moment-là, j'ai découvert le vice absolu. Certaines protections se cumulent. Et dans Final Fantasy 1, ça veut dire que tu n'es plus en train de limiter les dégâts, tu es en train de réécrire la bataille. Ce n'est plus une question de tenir, c'est une question de tenir assez longtemps pour empiler. Gardez cette idée bien au chaud, parce qu'on va y revenir, et le jeu va me forcer à le comprendre jusqu'au bout. Quand je me suis senti stable, je suis allé vers le prochain gros morceau, le volcan, le cristal du feu, le donjon à thème, la promesse d'un endroit dangereux, et le plaisir de se dire « Ok, là je vais devoir jouer proprement ». Et pour être honnête, j'ai aimé cette zone, parce que pour une fois, le jeu te met un handicap clair, la lave. Tu marches, tu prends des dégâts. Le donjon n'est pas juste une suite de couloirs. C'est un trajet où tu dois calculer, parce que tu es obligé de marcher sur cette lave. Dans le volcan, au début, je me faisais un peu secouer par certains ennemis. Je me disais, ok, ça y est, on est entré dans la partie sérieuse. Puis, à force d'avancer, je gagne quelques niveaux naturellement, juste en faisant le donjon. Et au moment d'arriver au boss, c'est presque une formalité. Je réduis les dégâts de feu, j'empile des protections, j'utilise les bons éléments, et ça tombe. Le boss ne devient pas une épreuve, il devient une vérification. Est-ce que tu as compris comment le jeu fonctionne ? Et là, j'ai commencé à sentir un truc qui va devenir important pour la fin.
Mon guerrier prenait une place indécente dans l'équipe. Le mage noir était bien, mais fragile et limité. Le mage blanc était vital, mais occupé à colmater. Le voleur faisait ce qu'il pouvait. Et le guerrier, lui, avait cette constance terrifiante. Il frappait, il encaissait, il avançait. Dans d'autres RPG, tu as parfois l'impression que le mage est l'arme nucléaire et que le guerrier est juste là pour tenir la porte. Ici, non. Le guerrier, c'est la porte. Après le feu, je suis parti vers la glace. Et là, j'ai eu un des meilleurs moments de level design du jeu. Ce donjon où le sol te trahit, où certaines fissures te font tomber d'un étage, où tu dois comprendre comment atteindre l'objectif sans te piéger toi-même. Le jeu n'a pas besoin de te faire un labyrinthe gigantesque, il fait un labyrinthe mental. Tu progresses par essai, tu te trompes, tu recommences, et tu apprends littéralement la géographie du lieu. Et à force d'essais, tu finis par arriver au point central, tu prends la récompense, et là, le jeu te donne un jouet qui change tout, le bateau volant. Il y a des jeux qui te donnent une monture volante en te disant ça va être pratique. Final Fantasy 1 te donne un vaisseau volant en te disant le monde est plus grand que ce que tu crois. Et c'est une différence énorme, parce que ce n'est pas juste un gain de temps, c'est une extension de ton imagination. D'un coup, des zones entières qui étaient hors carte deviennent à portée. Tu regardes les montagnes qui bloquaient une ville, tu voles par-dessus, et tu as ce petit choc. Ah, donc il y avait vraiment quelque chose ici. Et évidemment, le jeu en profite pour te tenter avec le piège le plus classique, les sorts de niveau supérieur, les prix absurdes. Tu croyais être riche, en fait tu n'es pas riche du tout. Tu crois avoir fini de farmer, tu n'as jamais fini. J'ai passé un moment à gagner de l'argent, à acheter de nouveaux sorts, à remplir ces cases de magie qui te donnent l'impression de compléter un tableau, et quand tu les as, tu te sens intouchable. Ce qui dans Final Fantasy est une sensation assez dangereuse. Parce qu'après, le jeu te remet dans l'errance pure. Tu as la mobilité totale, mais pas forcément l'indication claire de où maintenant. Et c'est là que j'ai le plus aimé le rythme du jeu. Je volais, je repérais des îles, je testais des entrées, je tombais sur des grottes, je parlais à des PNJ qui te donnent des infos à moitié cryptiques, et au bout du compte, je finis par trouver un lieu qui, pour les gens qui connaissent la saga, déclenche immédiatement quelque chose. Les îles des dragons, et leur roi Bahamut. Et il me propose un deal, prouve ta valeur, va dans tel endroit, reviens avec une preuve. Et là, on bascule dans un autre type de donjon, celui qui teste ta mémoire et ton orientation. Un château avec des téléporteurs, des salles qui te renvoient au début si tu te trompes. Et en soi, c'est assez simple, c'est un jeu de chemin. Sauf que les combats aléatoires transforment ce jeu de chemin en test d'endurance. Tu ne peux pas juste réfléchir, tu dois tenir assez longtemps pour que la réflexion aboutisse. J'ai adoré ça. Parce que c'est exactement le genre de difficulté à l'ancienne, qui a du sens. Ce n'est pas seulement un casse-tête, c'est un casse-tête avec des conséquences. Tu te trompes, tu reviens, tu perds des ressources, donc tu apprends mieux. Au bout, je récupère l'objet demandé, je reviens vers Bahamut, et là, récompense énorme, l'amélioration de classe. Le guerrier devient un chevalier, le voleur devient un ninja, les mages gagnent des possibilités supplémentaires, l'équipe change de silhouette, et toi, tu as cette satisfaction très pure, tu as franchi un cap. Et le détail que j'adore, le ninja en plus récupère même un petit accès à de la magie noire, donc ton voleur devient une mini boîte à outils. Et c'est ici que le jeu m'a mis l'un de ses pires coups de pression logistique. Prochain objectif, un temple sous-marin. Pour y aller, il te faut un truc qui te permet de respirer. Et ce truc dépend d'une fée détenue dans le désert. Et moi, dans un moment de naïveté presque attendrissant, je me dis ok, on va juste la trouver, ça va se faire. Non, pas du tout. Déjà, la fée est planquée dans une zone énorme. Tu sais, le désert. Mais le désert, c'est grand. Et la rencontre est sur une case précise. Donc tu cherches. Tu survoles, tu marches, tu testes, jusqu'à tomber dessus. Et quand tu la trouves, tu découvres un détail. Elle est vendue. Et elle coûte une somme qui, bien sûr, correspond exactement à ce que tu n'as plus, parce que tu viens de claquer ton argent dans des magies très chères. Et là, j'ai eu ce moment de lucidité. Ce n'est pas un grind optionnel, c'est une barrière. Le jeu te dit, tu veux avancer? Très bien, tu vas payer ton passage en combat. Donc je l'ai fait. J'ai farmé, encore, j'ai acheté la fée, et je suis allé au temple sous-marin. Et là, donjon très linéaire, rythme plus plat, ennemis qui se font piller parce que je suis arrivé trop fort. Pas tant parce que je suis un dieu, mais parce que le jeu m'a obligé à être riche. Et être riche dans FF1, c'est souvent être suréquipé. Le boss Kraken passe sans laisser la trace dramatique que j'espérais, mais j'étais encore dedans. Parce que même quand le combat faiblit, il reste ce que le jeu fait mieux que beaucoup, le sentiment d'être dans une progression globale. Chaque cristal purifié est un jalon, chaque jalon ouvre un nouvel espace. Et là, on arrive à cette phase où Final Fantasy 1 te remet volontairement dans le flou. Une tablette dans une langue inconnue, un détour par un sage, l'apprentissage d'un langage ancien, puis l'accès à un peuple caché qui te parle d'un château dans les nuages, d'un dragon qui a pris le contrôle d'une tour dans le désert qui sert de passage. Sur le papier, ça escalade vite. Dans la pratique, ça marche parce que tu as déjà vécu assez d'étapes pour accepter l'absurde comme une récompense. Tu n'as pas l'impression que le jeu change de registre, tu as l'impression qu'il assume enfin sa grandeur. Je grimpe la tour, j'accède au château volant, on affronte Tiamat. Enfin un combat qui ressemble à une menace, ça tape, ça surprend, ça demande un minimum de discipline. Je gagne, je récupère ce qu'il faut, et je fais le détour que le jeu adore récompenser. Je retourne voir le forgeron des nains avec la damantite trouvée là-haut, et je récupère la lame légendaire, Excalibur. Encore une boucle refermée. Et à ce stade, le jeu est très clair. Tous les cristaux sont purifiés, et la carte te montre un point unique, le lieu d'origine, là où tout a commencé. Je retourne au temple du début, et le jeu te fait son dernier tour.
Tu entres et tu bascules dans le passé, 2000 ans en arrière. Tu refais un lieu connu, mais transformé, plus long, plus dense. Et tu sens que le jeu prépare sa conclusion avec une idée très simple. Il va te faire passer une dernière fois parce que tu crois maîtriser. Suite de boss, donjon final, je suis confiant, trop confiant, parce que jusqu'ici, je roule sur les ennemis. Je me dis que j'ai peut-être cassé l'équilibre, que je suis arrivé trop fort, que la fin va être une formalité. Et puis j'arrive au boss final. Et là, en un seul tour, le jeu efface mon équipe. Pas il me met en danger, non, il m'efface. Mon groupe tombe comme si mes statistiques n'avaient jamais existé. C'est là que Final Fantasy révèle son défaut le plus célèbre, et d'une manière tordue, sa personnalité la plus franche. Il peut être très facile jusqu'à ce qu'il soit impossible. Et il ne te prépare pas doucement, il te pousse de la falaise dans le vide. Pendant un moment, j'ai essayé de gagner proprement, de jouer mieux, de lancer mes protections plus tôt, de gérer les résurrections. Sauf que le problème n'était pas seulement ma stratégie, c'était l'écart de puissance brute. Le boss a une réserve de PV délirante, il tape comme un camion, il a des attaques de zone, il se buff, il te débuffe, et si tu n'as pas de marge, tu n'as pas de jeu, tu subis. C'est là que j'ai compris deux choses. La première, les buffs cumulables, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Empiler la défense physique, réduire la pression des attaques, survivre assez longtemps pour installer ton plan. C'est littéralement la base. La seconde, parfois, Final Fantasy 1 ne te demande pas d'être malin. Il te demande d'arriver au niveau où être malin devient possible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire repartir et farmer. Pas une petite boucle. Un vrai retour à l'entraînement. Jusqu'à ce que tes PV doublent, jusqu'à ce que tes personnages aient la marge de prendre une attaque et de jouer derrière. Et là, le combat change. Parce que le boss devient moins fort, tu as enfin le droit d'installer ta machine. Le ninja cesse d'être une attaque moyenne et devient un soutien, un relais de soins. Le mage blanc cesse d'être celui qui panique et devient un architecte. Il empile les défenses, il stabilise. Le mage noir cesse d'être des dégâts et devient un accélérateur. Il renforce le guerrier, il augmente sa vitesse, il transforme un simple attaquant en solution. Et le guerrier devient ce que le jeu semblait écrire depuis le début, la condition de victoire. Tu le protèges, tu le renforces, tu l'empêches de tomber parce que s'il lui tombe, tout ce que tu as empilé s'écroule avec lui. C'est un combat d'endurance et de discipline. Un combat où tu comprends enfin pourquoi le jeu t'a laissé découvrir les objets à sort, pourquoi il t'a donné des protections cumulables, pourquoi il t'a appris à gérer l'usure. Tout converge. Et quand, après des tentatives, des ajustements et cette sensation d'être enfin dans le système plutôt que contre lui, le boss tombe. Tu n'as pas juste l'impression d'avoir fini un jeu, tu as l'impression d'avoir résolu une époque, d'avoir compris comment ce design te parle. Le générique arrive avec une note étrange. Parce qu'il y a une mélancolie. En sauvant le monde, dans le passé, les héros deviennent presque invisibles dans le présent. La victoire existe, mais la trace s'efface. Et j'ai trouvé ça étonnamment juste pour un jeu aussi simple en surface. Et c'est là que je me suis retrouvé manette en main, un peu vidé, un peu content. Et surtout très sûr d'une chose, ce n'était pas juste le premier Final Fantasy. C'était un jeu qui m'avait fait passer de je vais tester à ok, je vais aller au bout. Au final, ce qui me reste de FF1, ce n'est pas un grand moment de cinéma, ni une révélation qui te fait lâcher la manette en mode tragédie grecque. C'est une sensation plus discrète et beaucoup plus rare, celle d'un jeu qui te traite comme quelqu'un capable d'apprendre, pas quelqu'un à ménager, pas quelqu'un à divertir à tout prix, quelqu'un à qui on dit voilà le monde, maintenant, vis dedans. Et c'est paradoxalement pour ça que moi qui ai déjà vu la série dans ses versions les plus spectaculaires, j'ai pris une claque sur cet épisode-là. Parce qu'il ne cherche pas à te convaincre, il te laisse te tromper, te perdre et te relever sans te donner un tutoriel qui te félicite. Tu comprends une règle parce que tu l'as payée, tu découvres une solution parce que tu as testé. Et quand ça marche, tu n'as pas l'impression d'avoir coché une liste, tu as l'impression d'avoir gagné une petite bataille contre toi-même. Et puis, il y a cette fin, ce mur final, ce moment où tu arrêtes de jouer au feeling. Là, tout ce que le jeu t'a enseigné en sourdine devient nécessaire. La discipline, l'empilement, la patience, l'idée que la victoire ne vient pas d'un coup d'éclat, mais d'une organisation. Quand tu gagnes, tu n'as pas juste battu un boss, tu as compris ce que le jeu attendait depuis le début. Enfin voilà, Final Fantasy, en gros, c'est ça.